Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Florian Ziliox, Product Coach chez DAC, qui est avec nous. Salut Florian, comment ça va ? Salut Timothée, ça va bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Florian Ziliox. Je suis product coach actuellement consultant. Je travaille pour un cabinet de consulting qui s'appelle TAC. Et donc j'interviens en mission chez des clients, alors plutôt grands comptes. Hein. Actuellement, je suis chez Mythic, mais à part ça, j'étais chez Colissimo. Avant ça, avant d'être product coach, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai été designer pendant 10 ans. J'ai été QA, donc je faisais du test. J'ai été product owner. J'ai été également pendant un petit temps Scrum Master. Aujourd'hui, effectivement, j'accompagne plutôt des organisations que des équipes, mais c'est toujours quand même cette logique d'accompagner et de coacher, et tout ça avec une recherche un peu d'amener l'organisation à devenir un peu plus une organisation produit. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. T'as fait beaucoup de postes différents dans le produit. Comment est-ce que t'as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? Comme tu disais, j'ai commencé comme designer, j'ai commencé dans la publicité en agence de pub, et en fait, les principes qu'on applique au product management, c'est-à-dire comprendre le problème d'un utilisateur et tenter de le résoudre, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la publicité. C'est que directement, la publicité, quand un annonceur devait présenter son produit, la première démarche, c'était de comprendre le problème de l'utilisateur que la publicité allait pouvoir mettre en avant pour montrer que le produit résolvait ça. Et finalement, aujourd'hui, ce qui m'a intéressé dans le product, c'est plutôt de se dire, plutôt que de construire un produit et d'essayer de le vendre ensuite de manière un peu artificielle autour d'un problème et d'une solution magique, c'est plutôt de se dire, non, on va vraiment prendre le problème et faire ça et vraiment construire une solution dédiée. Et ça, en fait, je l'ai découvert il y a longtemps. C'était au moment où effectivement j'ai intégré, alors pas en tant que consultant, mais à l'époque en interne chez Mythic, quand j'ai vu Mythic amorcer sa transformation. À cette époque-là, on était en 2011-2012. Et moi, ça m'a vraiment fasciné. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les principes que je trouvais intéressants dans la publicité, mais qui étaient peut-être un petit peu vains, tout à coup, on pouvait réellement leur donner du sens. Et c'est ça qui m'y a amené, en fait. Et du coup, tu parlais que tu avais été Scrum Master, aujourd'hui Product Coach. Est-ce que tu peux expliquer rapidement la différence entre un Scrum Master, un Product Coach et un coach agile ? Ouais. Alors, un Scrum Master, ouvertement, on va pas se mentir, ça reste un coach. Ça reste un coach à l'échelle d'une équipe Scrum. Il est là pour favoriser la compréhension du cadre qui est le framework Scrum, donc amener toutes ces valeurs-là et créer le bon environnement pour l'équipe. Et puis, alors, product coach et coach agile, honnêtement, je fais pas de grande différence. Sauf que, malheureusement, j'ai l'impression que le marché du travail fait une vraie différence. On sent que les rôles de coach agile sont très orientés sur la partie délivrée. Et ça, c'est comment on amène une organisation à mieux délivrer, etc. Et puis, en fait, le product coach endosse les responsabilités d'accompagnement dans l'amélioration de la performance du délivré, hein, vraiment, mais aussi sur le reste, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la sélection d'opportunités, donc de la partie discovery notamment, et la partie stratégie. Finalement, un product coach, son produit, c'est l'organisation. Et comment il va réussir à se dire, je vais accompagner une organisation pour qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même et qu'elle réponde le plus facilement aux besoins de ses utilisateurs. Et il y a une approche beaucoup plus globale. Je pense qu'un coach agile en est totalement capable, il n'y a pas de souci. Malheureusement, je ne vais pas réinventer le marché du travail. J'ai tendance à penser que on les cantonne un peu dans les DSI et coach agile sur la partie délivrée. Et du coup, un product coach un peu similaire aussi au product ops, j'imagine. Et absolument. Effectivement, pareil, hein, le Product Ops tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'il est même décrit par Marty Kagan, c'est ouvertement un product coach. Je pense que la dénomination Product Ops est peut-être commence à émerger en France. On voit bien que il y a des organisations qui commencent
à prendre le rôle, à s'approprier, etc. Quand moi, effectivement, j'ai pris pour la première fois le titre de product coach, c'était il y a presque 2 ans maintenant, on n'en parlait pas autant. Mais si aujourd'hui tu me dis est-ce que t'es product coach, je dirais mais carrément. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur TAC? TAC, bon, comme je disais, c'est un cabinet de consulting, hein, donc mais il est uniquement dédié au product management. C'est-à-dire que on a une approche très grand compte, c'est-à-dire des gens qui finalement ne sont pas des startups qui sont déjà complètement matures sur les questions d'agilité et de produits, mais plutôt des organisations qui ont besoin de se transformer. Donc on est des acteurs du changement. Et puis donc on a des PO, des PM, on a des head of product et des coachs. Nous on a vraiment des approches. On fait beaucoup de transformation d'organisation, mais aussi on apporte aussi de l'accompagnement sur la data, qui est aussi une chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, je pense que les gens qui m'écoutent verront qu'on a d'autres cabinets du même type que nous. Product management, plutôt une logique grand compte et avec un accompagnement dans la transformation, ça c'est vraiment l'ADN de TAC. Et du coup, votre vision, c'est que n'importe quelle organisation peut devenir efficace en mode produit ou pas? Ah oui, oui. Alors, si je vais pas te refaire le Golden Circle de TAC, mais le why de TAC, c'est globalement, on est persuadé que toute la valeur business que vous pouvez créer vient du fait de pouvoir d'abord savoir comment vous créez de la valeur pour l'utilisateur. Et donc, tant que vous n'avez pas abordé cette démarche-là, vous pouvez vraiment créer de la valeur business, mais vous avez sans doute moins de maîtrise que vous ne le souhaiteriez. Nous, on est là pour vous amener à remettre l'utilisateur au centre, vous accompagner dessus et vous dire que toute la valeur utilisateur que vous allez produire va avoir comme effet vertueux de vous créer de la valeur business. Donc c'est par cette approche de l'utilisateur centrique, l'user centrique, qui est vraiment une approche product, qu'on est persuadé de pouvoir accompagner n'importe quelle organisation. Et du coup, en parlant d'organisation, est-ce que la manière dont tu peux apporter justement cette vision produit, elle change d'une organisation à l'autre, ou est-ce qu'il y a au contraire des frameworks que tu peux appliquer à peu près partout? Ouais, c'est du sur-mesure. Si tu regardes de manière très, tu fais un zoom out sur les grandes organisations qu'on accompagne, tu te dis, ok, ils ont l'air d'avoir à peu près tous les mêmes problèmes. L'utilisateur est pas très présent dans leur réflexion. Ils sont plutôt en mode solution que résolution de problèmes, ce genre de choses. Tu te dis, ok, ils ont à peu près tous les mêmes problèmes. Et là, tu fais un zoom in, tu regardes et tu te rends compte en fait que les raisons et donc les symptômes pour lesquels ils ont ces problèmes-là n'appartiennent qu'à eux. Et donc on n'arrivera jamais à apporter ce côté très les gars, j'ai une recette toute faite, je vais vous l'appliquer, vous allez voir, ça va marcher. Non, on peut pas avoir ça. On est plutôt nous les modèles de transformation qu'on accompagne, c'est plutôt des émergences liées à des contextes. Et je crois pas à la recette magique, sincèrement. Moi, j'ai l'impression que si on a parfois le monde du consulting est si décrié, c'est qu'il y a un peu cette approche très colonialiste, c'est-à-dire t'es cette espèce d'envahisseur qui arrive dans ton pays et qui te dit les gars, ça marchait très bien dans notre pays, on va faire exactement la même chose, et généralement ça mène à des choses assez bizarres. Donc non, je crois pas à ça. Donc je crois plutôt à l'idée de racontez-moi comment vous travaillez. Essayons d'identifier pourquoi vous avez des douleurs et essayons de trouver des solutions adéquates, mais qui ne répondront qu'à vous. Moi, j'aime beaucoup, notamment comme principale émergence, les frameworks homemade, c'est-à-dire le framework dont on accouche pour travailler tous ensemble. Et ben en fait, il n'appartient qu'à nous, mais il répond parfaitement à notre contexte. Et pour terminer cette introduction, j'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose concernant le produit et le monde du produit que tu as appris récemment? Et la deuxième, c'est est-ce que tu as un conseil pour faire de la veille et rester curieux sur le produit? Alors, sur ce que j'ai appris récemment, j'apprends constamment, hein, ça, il y a pas de souci. J'ai pas appris de trucs très significatifs, récemment, sinon que on néglige un peu ce qu'on appelle les applications métiers. C'est-à-dire ces applications qu'on développe en interne pour nos propres collaborateurs, alors qu'en fait, c'est sans doute l'une des meilleures écoles en product que j'ai vues. Que quand on joue bien le jeu et qu'on se dit tiens, on doit travailler sur ce back office et c'est pas super sexy, et se dire ah oui mais en fait mes utilisateurs ils sont dans les locaux, je peux leur parler directement et tout ça. Et ben en fait j'ai découvert que c'était sans doute une des meilleures moyens de devenir un product manager très très performant. Voilà, ça c'est la chose que j'ai découverte, c'est plus une sorte d'épiphanie. Et sur la veille,
j'imagine que si on nous écoute, toi et moi, là, c'est que les gens savent aller chercher les podcasts, chercher les bons articles. Donc, mon conseil pour ça, c'est leur dire, vous trouverez plein de contenu sur le product management. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous focalisez pas dessus. Au contraire, élargissez. Allez voir d'autres choses. Si vous lisez de la fiction, s'il le faut, etc. Alexandre Astier, le créateur de Camelot, disait, moi, pour écrire Camelot, je me suis pas inspiré de l'imaginaire d'un autre. J'ai pas, voilà, je suis allé voir des choses qui étaient beaucoup plus hautes que moi et qui allaient élargir mon esprit et m'éveiller. Et je pense que c'est ça. Moi, par exemple, récemment, je lisais un livre sur l'histoire d'un majordome et je me suis rendu compte que la posture du majordome, du butler anglais, c'est la même que celle que doit avoir un coach, et la manière dont c'était raconté a été genre très très importante pour moi parce que ça m'a permis de comprendre comment je devais travailler. Quand quelqu'un me demande mais c'est quoi l'itératif, eh ben je lui cite Dragon Ball. Je lui dis bah tu vois la manière dont Sangoku évolue, et ben c'est ça l'itératif. Quand on me demande c'est quoi le travail en équipe, eh ben je cite la communauté de l'anneau parce que je dis bah en gros les mecs ont créé Scrum, ils ont joué toute leur enfance à Donjons et Dragons, et Scrum c'est globalement un Donjons et Dragons adapté au monde du travail. Et donc, lis la communauté de l'anneau, regarde comment les gens ont parfois des soucis à travailler en équipe, comment ils ont des soucis d'entente, comment ils arrivent à régler leurs problèmes. T'as les clés à l'intérieur. Et ça, donc voilà, élargissez, allez lire beaucoup d'autres choses que simplement les trucs de notre écosystème qui sont passionnants. Hein, voilà, mais allez un peu plus loin. Si vous posez la question sur comment on interroge un utilisateur, relisez Sherlock Holmes, parce que personne comme Sherlock Holmes ne peut aller chercher des signaux faibles et donc aller voir les vrais problèmes qu'ont ses clients. Ça m'intéresse. Si quelqu'un est capable de me raconter comment il fait de la user research d'après ce qu'il a appris de Sherlock Holmes, j'y vois réellement de l'intérêt, ça me fascine. On passe maintenant à la deuxième partie qui est plus sur ta vision produit. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui ? Alors c'est pas un conseil qui vient de moi, mais c'est quelque chose que j'ai lu récemment. Désolé, hein, ça a l'air pompeux. C'est une citation d'un philosophe italien qui s'appelle Antonio Gramsci et qui disait en gros la vie c'est une sorte d'équilibre. Il faut être pessimiste par l'intelligence mais optimiste par la volonté. Pour moi, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le produit, c'est ça. C'est quelqu'un qui va donc se débarrasser des intuitions et mettre beaucoup d'intelligence dans la manière dont il travaille. Et donc, il faut qu'il garde une forme de pessimisme comme garde-fou pour pas se lancer dans des choses qui seraient trop en mode solution et inutiles, et donc créer des features inutiles. Mais en même temps, avoir énormément d'enthousiasme pour y aller et tenter quelque chose très rapidement. Le MVP, par exemple, du Lean Startup est fait pour ça. Je ship quelque chose pour aller voir si ça marche. Donc, être pessimiste par l'intelligence et optimiste par la volonté, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir pour être un bon product aujourd'hui. Et justement, cet optimisme par la volonté, toi, t'as quand même le rôle de réussir à convaincre tout le monde des bienfaits d'être agile et de fonctionner en mode produit. Comment est-ce que tu arrives à convaincre tout le monde et à aligner les équipes ? Et du coup, quel est ton défi quand tu dois justement arriver dans une organisation pour convaincre les gens ? Malheureusement, je ne peux pas convaincre par les mots. Tout ce que je pourrais dire ne va jamais marcher. Je pourrais juste convaincre par mes actes et la manière dont j'accompagne éventuellement des équipes au tout début. Donc j'ai tendance à commencer petit. Et la première chose que je demande, et ça c'est un enseignement que je vois du Toyota Production System, quand ils envoient des sensei dans des organisations pour les aider à adopter le Lean, et ben en fait ils disent commencez par une petite équipe. Et moi je vais me dire je vais commencer par ça, et c'est elle qui va me permettre de montrer les résultats qu'on obtient. C'est elle qui sera mon principal sponsor. C'est plutôt les actes qui vont me permettre de ça. Et donc, quand je rentre dans une mission, je pense que la première chose que je valide avec un client, c'est est-ce que vous allez, sur un petit périmètre, me délaisser un peu de carte blanche? Je vous demande pas ça très longtemps, voilà, mais je vous demande juste un tout petit peu sur une petite équipe, une carte blanche pour vous montrer ce qu'on peut faire, et qu'ensuite, si on doit le déployer à la plus grande échelle, ben on y réfléchira ensemble, mais regardons déjà les premiers résultats qu'on peut obtenir par ce moyen-là. Donc, commencer petit. Ça, c'est vraiment ce que je fais. Et pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne équipe produit et du coup un bon product coach ? Pour moi, une product team, c'est globalement une équipe pluridisciplinaire dans laquelle j'ai plusieurs corps de métier.
C'est d'ailleurs si tu lis le Scrum Guide, les Scrum Teams sont des product teams, c'est comme ça que c'est raconté, dans lesquels tu trouves effectivement un product owner, des développeurs, voilà, un Scrum Master. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait une bonne équipe product? C'est son côté pluridisciplinaire, c'est le fait d'avoir plein de compétences qui se retrouvent et qui favorisés par l'intelligence collective, par la collaboration, vont permettre de faire émerger les meilleures solutions aux problèmes qu'on identifie. C'est comme ça que je le vois. Et sur un product coach, le seul truc qu'il a intérêt à avoir comme qualité, c'est de se débarrasser de son ego quand il passe la porte de l'organisation. Parce qu'en fait, la posture humble qu'on doit avoir, elle est essentielle dans notre quotidien. Accepter la posture basse, accepter le rôle de servant leader, qui est réellement important. Je parlais tout à l'heure du butler anglais, c'est réellement ça. C'est être capable d'avoir un œil sur tout, de tout comprendre, mais surtout être capable aussi de s'effacer quand il le faut pour laisser l'équipe trouver elle-même la solution quand il le faut, etc. ou en tout cas gagner en autonomie. Mais est-ce que cette humilité, au final, c'est pas le propre d'à peu près tous les métiers du produit? Enfin, au final, un product manager, s'il n'est pas humble, ça va aussi bloquer, un product designer aussi. Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos problèmes dans les organisations les plus immatures, c'est qu'effectivement, les gens n'arrivent pas à se débarrasser de leur ego et que tout le monde a besoin d'avoir cette posture de sachant et que malheureusement, oui, on n'y arrive pas tous. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, si on pouvait tous faire preuve d'un peu plus d'humilité, on serait moins prétentieux, on serait beaucoup plus efficace et ça irait beaucoup mieux. Maintenant, je comprends aussi que parfois c'est un peu compliqué. Je veux pas jeter la pierre sur les gens. Moi-même, il m'arrive d'avoir des failles et de pas réussir à être aussi humble que je le devrais, ou parfois être un peu trop pushy pour faire émerger quelque chose. Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer et quels sont tes plus gros challenges aujourd'hui? Je vais te répondre avec une seule phrase pour les deux questions. C'est la feature factory mon problème en ce moment, et c'est ça qui est en train d'émerger là, c'est que on n'arrive pas à briser le plafond de verre. Je parle des organisations françaises, celles que je connais le mieux. On n'arrive pas à briser le plafond de verre de la feature factory. C'est-à-dire que à l'échelle d'une DSI, on s'est organisé pour rationaliser le delivery, on a créé des équipes, on leur a donné un certain niveau d'autonomie, il se passe des choses, etc. Malheureusement, ça ne prend pas au-delà. Et donc, on se retrouve avec des feature factory qui sont tout un peu en mode solution, qui crachent de la feature sans savoir si elles seront réellement utilisées, parce que la sélection d'opportunités en amont est malheureusement pas faite avec les mêmes préceptes que ce qui est fait pour la partie délivrée. Donc voilà, c'est mon principal challenge, c'est comment tout à coup on connecte ces feature factory qu'on a l'air super efficaces à ce que c'est que l'impact et qu'on leur dit ce qu'on doit célébrer, c'est la valeur qu'on crée et non pas les features qu'on sort. C'est vraiment ça qui est mon principal challenge aujourd'hui. On passe à la troisième partie qui est du coup le thème du jour. Donc je crois qu'il y a un sujet qui te tenait à cœur. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, désolé, ça va être encore pompeux. Ça parle de neurosciences et de lean, mais je vais vraiment l'expliquer. Je ne suis pas un spécialiste en neurosciences. Donc déjà, pour les gens qui m'écoutent, désolé si vous les connaissez plus que moi, mais j'ai quand même, à force de lecture, vu des choses. Je me suis rendu compte en fait que moi, en tant que coach, j'accompagne du changement et j'ai dû m'interroger sur ce qu'étaient les principes fondamentaux du changement. Et en lisant sur le Lean, grâce au Toyota Production System, mais également en lisant sur les neurosciences, je me suis rendu compte qu'il y avait un point de rencontre, un point de jonction entre les deux. Le Lean nous apprend déjà une chose, c'est les processus ne sont pas scalables. Donc si vous mettez des process des process et vous dites tiens, ces process-là on va les mettre à l'échelle de toute l'organisation, ça ne va pas marcher. Ce sont les savoirs qui sont scalables. Donc il vaut mieux plutôt que de mettre des choses, des barrières ou des processus très très compliqués aux gens, il vaut mieux leur enseigner les fondamentaux de pourquoi ils font les choses et ça sera beaucoup plus scalable. Ça c'est l'enseignement du Lean. Et les neurosciences, et ça qui m'intéresse le plus en fait, nous disent que dans le changement, donc le changement qui ne passerait pas par les process mais par le savoir, le changement
en gros, il se passe toujours à un niveau individuel. Si vous souhaitez changer une organisation, vous devez presque un à un amener vos individus, donc tous vos collaborateurs, à changer, à amorcer ce changement. Ok, donc ça veut dire que si je comprends ce que me dit Lynn, il va falloir que je permette à ces gens de comprendre pourquoi ce qu'ils font, donc leur enseigner des savoirs, et le faire de manière individuelle. Et c'est super intéressant ça, c'est que les neurosciences disent, dans ce cas-là, si vous abordez ça d'un point de vue individuel, amorcer le changement chez un individu va passer par une sorte de framework, par 4 questions qui sont toujours dans cet ordre-là. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. C'est comme ça que ça doit se passer. Si vous n'arrivez pas à répondre correctement à la première question, vous ne pourrez jamais passer à la seconde étape. Et il faut arriver à la 4e étape, ces quatre étapes, pour que le changement s'amorce. Donc ces questions-là, je vais les présenter rapidement et donner des exemples parce que ça m'intéresse. La première question, c'est, ok, imaginons que vous êtes dans une organisation qui est peut-être en train de changer, qui s'amorce quelque chose, et vous allez demander à vos collaborateurs de faire des choses nouvelles. Par exemple, vous allez demander à quelqu'un qui était autrefois un chef de projet de devenir product manager, et vous allez lui dire, désormais, t'écris plus des specs, mais des user stories. La première question, c'est est-ce que je peux? Le cerveau se dit, est-ce que finalement, ce que tu me demandes de faire, c'est dans ma zone de contrôle? Est-ce que finalement, tu me permets est-ce que l'organisation me permet de faire ce qu'on me demande de faire de nouveau? Et bien souvent, c'est pas le cas. Bien souvent, ça n'est pas le cas. Par exemple, on se dit, pour pouvoir écrire des bonnes user stories, il faut être en contact avec l'utilisateur. Est-ce que l'organisation m'a permis, dans ma zone de contrôle, d'être en contact avec l'utilisateur? Si ça n'est pas le cas, je ne vais pas pouvoir le faire et je ne vais pas forcément pouvoir amorcer ce changement. Du coup, peut-être que je vais faire des US un peu pourris, qui seront bien rédigés avec ce en tant que, je veux que, afin de, mais malheureusement, qui ne raconteront absolument aucun besoin utilisateur. Ok. Récemment, je parlais avec un coach qui me disait, j'ai un souci, mon CPO ne me parle qu'en feature, il ne me parle pas en outcome. Et je lui dis, ok, mais est-ce que parler en outcome, c'est dans sa zone de contrôle? Il me dit, oui, il est CPO. Je dis, mais qui est le CEO de cette entreprise? C'est l'ancien CPO de l'organisation. Il est monté, il est passé de CPO et devenu CEO. Et donc, tu penses pas que la manière dont lui, ce CEO s'exprime, il pré-mâche ce travail-là, et le CPO actuel, en gros, il récupère que des outcomes, et que c'est peut-être pas dans sa zone de contrôle de pouvoir parler en outcome, et donc il se retrouve à parler en feature. Il me dit, ok, c'est intéressant. Donc, la première chose, c'est super intéressant, c'est, est-ce que ce qu'on me demande de faire, je peux le faire? La seconde question, c'est, est-ce que je veux? Et ça fait directement appel à mon libre arbitre. Quand une organisation un peu top-down se dit, tiens, on va tout changer, désormais, les gens vont travailler comme ça, comme ça, comme ça, la première chose qui se passe, c'est que tout le middle management dit, on m'a pas laissé le choix, donc je ne vais pas le faire. Puisqu'on ne m'a pas permis de choisir comment j'allais travailler, je ne vais pas le faire. Et donc le premier truc à faire, c'est de dire, ok, il faut réactiver du libre arbitre, permettre aux gens de choisir la manière dont ils vont vouloir le faire. Donc, et peut-être que le top management devrait plutôt raconter les problèmes, dire, je ne sais pas comment vous allez vous organiser pour ça, mais voilà les problèmes qu'on a dans notre organisation en termes de méthodologie de travail, par exemple. Comment vous pourriez améliorer ça? Et si le middle management, mais aussi les équipes directement s'approprient la manière dont elles vont travailler, vous leur avez laissé le choix et tout à coup elles le veulent un peu plus. C'est super intéressant. On ne fait jamais ça. Je pense que toutes les organisations qui adoptent par exemple Safe aujourd'hui se disent, ok, ça arrive, c'est clé en main, il faut faire ça, ça, ça et ça. La première chose qui se passe, c'est ces process-là, on les fait une fois et après il y a un phénomène d'entropie. C'est-à-dire qu'en gros tout se dilue. Et la seconde fois, on le fait pas bien parce qu'en fait, il y a déjà une réaction du cerveau qui dit, vous me l'imposez et j'en ai pas envie. Donc déjà, permettre à chacun de, non pas de choisir la manière dont il veut travailler, mais de sentir qu'il a bien le choix dans la manière dont il va travailler. Et surtout l'amener à avoir les bonnes méthodes, mais l'accompagner là-dedans. La troisième question, désolé, je parle beaucoup, mais ça me semble importante, c'est est-ce que je sais? Ok, est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Est-ce que je sais? Et oui, en fait, parce que pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, il faut que je sache le faire. Et le problème, c'est déjà qu'il y a un premier biais cognitif auquel on se heurte, c'est l'escalade de l'engagement. Si tout à coup on me demande de changer ma méthode de travail, alors qu'en fait j'avais appris quelque chose d'autre et que je le faisais très bien et que ça m'avait pris des années pour apprendre à le faire, la première chose que va faire mon cerveau, c'est ah oui, non, j'ai pas forcément envie d'abandonner tout ce savoir-là. Comment je vais pouvoir
le twister pour faire comme on me demande de le faire. Surtout, faut jamais faire ça. Et donc, et pareil, on a tendance à aussi être un peu pressé, genre on demande de faire quelque chose de nouveau, du coup alors on dit on va te certifier éventuellement et puis ça marchera. Non, en fait, faut pas faire ça. Le premier truc qui est important, c'est se dire j'ai de nouvelles compétences à acquérir là et pour les acquérir, en fait, là en gros, il faut que je prenne de nouvelles habitudes. Si vous demandez quelle est la différence entre un chef de projet et un product manager aujourd'hui, c'est simplement qu'il y en a que le product manager a des habitudes de travail différentes du chef de projet. Il a juste des habitudes. Et ce que j'appelle des habitudes, c'est-à-dire que, en gros, il a apprécié certaines méthodes de travail, certaines manières de travailler, et elles sont rentrées dans son cerveau comme une logique d'habitude, et il est capable de les répéter. Donc ça demande un peu de temps, et prendre une habitude, et ben en fait, il y a des gens qui se sont posés les questions de comment on faisait pour prendre une nouvelle habitude, et il faut commencer tout petit. C'est que par exemple, si vous vous dites désormais on va devoir travailler comme ça, etc., il faut que la première étape, la première marche à franchir soit réellement accessible. C'est que ça soit presque même insultant si la personne ne le fait pas parce que c'était trop simple. Par exemple si demain j'avais envie de lire plus, eh ben il faudrait que je me dise pour en faire une nouvelle habitude, pour en dire je vais lire désormais tous les jours, il faudrait que mon premier challenge ça soit de lire une page par jour. Que ce soit tellement insultant si je le fais pas que je sois vraiment que je m'en veuille de pas le faire. Et ben là pour l'accompagnement, pour apprendre quelque chose de nouveau, je parlais de user stories tout à l'heure, et ben peut-être qu'effectivement on va pas se dire construis-moi un backlog complet en US, non. Et commençons par écrire une US et faisons-la bien, apprenons à le faire, faisons-en une autre la prochaine fois. Tant pis si on est dans un mode où on doit faire cohabiter deux méthodologies de travail. Ne nous inquiétons pas, il y a une nouvelle habitude qui doit être prise. C'est super important. Et donc, effectivement, un peu comme un jeu vidéo où le dernier niveau est toujours plus compliqué que le premier niveau, il faut avoir ce crescendo dans la difficulté. Et pour ça, pour répondre à cette question, est-ce que je sais, cette troisième question, eh ben, c'est tout bête, il faut y aller progressivement. Et la dernière question, qui est la plus dingue, c'est donc c'était est-ce que je peux, est-ce que je veux, est-ce que je sais. Et la dernière, c'est est-ce que je fais. Il y a quelque chose de très important dans le changement, c'est que souvent on se dit que c'est une vision un peu sur le long terme. On se dit ah ouais, on va faire ça maintenant, et dans 6-8 mois, on en sera là. Et dans 2 ans, on en sera là. Le problème, c'est que pour le cerveau, cette personne qu'on nous raconte, tu travailleras comme ça dans 6 mois, tu travailleras comme ça dans 2 ans, c'est un total étranger. Notre cerveau est connecté au présent. Donc en fait, il ne va jamais se mettre en action pour quelqu'un qui n'est pas lui-même. Et il va jamais donc le est-ce que je fais ne va jamais s'activer. Comment on fait, nous, pour faire du changement? On a une chance, c'est qu'on travaille, on va simplement rapprocher le résultat, c'est de dire bah, finalement on va le mettre beaucoup plus près dans le temps présent. Et pour ça, simplement, on va construire un plan très itératif avec des échéances, avec des choses beaucoup plus proches, et se dire bah tiens, si tu fais ça, déjà dans les 3 prochains jours, et ben ça t'obtiendra ce genre de choses. C'est une notion de créer une forme de reconnaissance ou de récompense plus immédiate. Et puis après il y a d'autres moyens. Si on n'arrive pas à rapprocher ça dans le temps présent, il y a le fait de se dire c'est pas grave, c'est bien un plan sur le long terme, mais on va essayer d'y mettre des gratifications autres dans le temps présent. Je prends un exemple très bête, mais si aujourd'hui je décide de faire du sport, je sais que c'est pour ma santé et que grâce à ça, dans 10 ans, je serai en très bonne santé. Le problème, c'est que je suis en bonne santé et que je vais pas avoir d'incidence à faire ça. Je vais jamais mettre au sport. Mais en revanche, si je prends un sport qui me fait plaisir tout de suite, eh ben en fait, je vais pouvoir me dire, bah, j'ai du plaisir à le faire. Peut-être que ça aura des conséquences dans 10 ans, mais là, dans le temps présent, j'ai du plaisir à le faire. Scrum, par exemple, a un côté très intéressant, c'est qu'il y a quand même ce moment de sprint review à la fin de chaque sprint avec une démo. Et si vous êtes capable, d'en faire une célébration, d'en faire un moment, genre, on accomplit des choses et on en est vraiment fier, vous avez remis une gratification dans le temps présent, vous créez une forme de récompense pour votre cerveau, et si vous faites ça bien, normalement, votre cerveau a plus facilement s'activer. Et ça, c'est vraiment un truc que les neurosciences m'ont appris, c'est que le changement passe par ces 4 grandes questions. Ces 4 grandes questions, elles doivent être traitées dans cet ordre-là. Est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Est-ce que je sais? Est-ce que je fais? Si j'arrive à tacler ça progressivement, individuellement, et que j'arrive à accompagner plusieurs individus, ceux d'une équipe, une petite équipe, je parlais de commencer petit tout à l'heure, et ben j'arrive
j'arrive à transformer leur manière de travailler. Je la transforme pas par des process. Je la transforme par des savoirs. Ils s'approprient des choses. Et c'est ça qui s'active réellement. Et grâce à ça, je me reconnecte à une pensée plus lean qui me permettra d'appliquer un framework comme Scrum, par exemple. Voilà, désolé Timothée, j'ai été un peu long, mais je sais pas si tu as peut-être des questions ou des remarques sur tout ce que je viens de te dire. Ouais, la première remarque qui me vient d'instinct là, c'est au final, ce qui est plutôt cool, c'est que c'est finalement l'organisation qui a presque la main sur ces 4 points, puisque la première étape, c'est de créer un cadre où les gens peuvent se permettre de prendre plus de risques et de changer. Absolument. La deuxième étape, au final, c'est de laisser une partie d'appropriation pour que les gens aient l'impression que le changement vient aussi d'eux-mêmes et les motiver. Et au final, les 3 et 4, pour moi, ça se rejoint un peu, c'est comment tu crées un engrenage où, étape par étape, la personne va se mettre à le faire et à le poursuivre et à voir que ça porte ses fruits assez rapidement, quoi. C'est ça. Et exactement. Mais les organisations devraient arrêter d'acheter des recettes toutes faites et plutôt s'interroger sur ce qu'elles ont en tête, comment elles peuvent permettre cet accompagnement. Si on fait venir des coachs, c'est pas pour qu'ils appliquent une recette, c'est pour qu'ils soient capables d'entreprendre un accompagnement personnalisé à l'échelle de l'organisation, mais tout en pensant au niveau de chaque individu. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces individus deviendront des sponsors. Si demain ça se passe vraiment bien dans la petite équipe que je viens de créer, et ben en fait les autres vont avoir envie, et donc ils diront attends, je vais t'expliquer comment on fait. Un savoir est beaucoup plus facile à transmettre. Et c'est pour ça qu'il est scalable qu'un process. Et c'est ça qui me semble être essentiel. Les organisations ont vraiment entre leurs mains les clés essentielles du changement. Il suffit juste d'accepter qu'il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment le seul truc que je vois. Voilà. Ouais, et surtout, ça peut faire peur au début de se dire que c'est un changement qui doit se faire individu par individu. Si t'as une grande organisation, mais au final, si ceux que t'as réussi à convaincre deviennent ambassadeurs, ça peut bouger extrêmement rapidement en quelques itérations, quoi. Moi, je l'ai vraiment fait. Alors, j'étais avant, il y a encore quelques temps, j'étais chez Colissimo, qui est quand même une entreprise qui, c'est quand même un grand compte. On se dit pas que c'est le royaume de la modernité ou ce genre de choses, alors qu'en fait, il se pose beaucoup de questions sur la manière de gérer l'organisation. Et effectivement, j'ai eu cette chance de tenter ça avec une première équipe, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et ça s'est développé comme ça. Et puis il y avait d'autres équipes qui finalement voyaient ça et qui ont commencé à essayer de comprendre les fondamentaux. Non, ça c'est vraiment, je vous assure que, si vous nous écoutez, la transmission des savoirs, un savoir, c'est quelque chose que vous avez compris. La transmission des savoirs est beaucoup plus importante que savoir savoir que tous les matins vous devez vous réunir pour le daily stand-up. C'est super intéressant, mais pourquoi on le fait? Le savoir qu'on a derrière est plus important que juste avoir inscrit l'heure de la réunion. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet entretien comme mot de la fin? Je pense que je suis super mauvais pour conclure. Je vais juste me contenter de répéter un truc que j'ai déjà dit. Si vous êtes pessimiste par l'intelligence, mais que vous êtes optimiste par la volonté, vous êtes sans doute amené à devenir un très bon product manager, un très bon head of product, un très bon CPO. C'est essentiel de réfléchir à ça. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!